Aujourd'hui, je reçois Estelle Cosy, une femme aux multiples casquettes qui incarne parfaitement l'alliance entre engagement professionnel et personnel. Consultante formation et communication chez Change Factory, un cabinet de conseil et centre de formation, elle œuvre au quotidien pour plus de diversité et d'inclusion dans le monde professionnel. Mais ce n'est pas tout. Estelle, c'est aussi la créatrice de Matrimoine féministe, un média qui met en lumière les enjeux de société avec un regard féministe. Son parcours est marqué par un engagement féministe précoce dès l'âge de 6 ans, et oui, vous m'avez bien entendu, et une volonté constante de faire bouger les lignes. De la cour de récréation aux formations en entreprise, Estelle n'a jamais cessé de questionner les normes établies et de créer des espaces de dialogue plus inclusifs. Je vous laisse avec Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Pourquoi t'as fait ça? Tu es l'une des invitées de la nouvelle saison que j'ai consacrée à la thématique de l'inclusion et la diversité. Et je suis très heureuse de te recevoir sur le podcast, surtout que tu m'as confié que c'était ton premier podcast de l'autre côté du micro. Donc je suis fière de t'inviter aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci encore pour ton invitation, Jade. Je suis très contente d'être là et ça me fait tout drôle parce que c'est vrai que d'habitude c'est moi qui donne les podcasts, qui fait les podcasts. Donc je suis contente de pouvoir explorer aussi cette partie et pouvoir que ce soit mon espace cette fois-ci, mon premier espace. Donc c'est quand même quelque chose d'assez marquant. Donc je suis très contente. Avec plaisir. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites? Oui, bien sûr. Je suis Estelle Cosy. Je suis consultante formation et communication chez Change Factory, cabinet de conseil et centre de formation. Et à côté de ça, j'ai mon projet Matrimoine féministe, qui est un média qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis salariée et entrepreneuse. J'ai les deux casquettes et je suis très contente parce que c'est quelque chose de très enrichissant d'avoir cette vision à 360 degrés. Trop intéressant. Je pense que tu es la deuxième personne du podcast. J'ai environ presque une cinquantaine maintenant d'interviews. La deuxième personne salariée. Et donc, ça va être intéressant d'explorer aussi ces deux aspects, comment tu les conjugues et tout. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ça. Donc, tu es déjà dans un salarié, si je comprends bien, dans une entreprise qui est une entreprise engagée. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à ce poste-là et à cette entreprise-là? Ouais, carrément. Pour raconter comment j'ai trouvé cette entreprise, je pense qu'on peut revenir un peu en arrière parce que j'ai intégré Change Factory le 22 avril. Attends, c'était quand? Je crois que c'était le 22 avril 2022. Avril 2022, on va dire. Je sais plus exactement la date, en même temps, ça remonte un petit peu. Et en fait, j'ai pu trouver cette entreprise parce que en septembre 2021, après un CDD dans une entreprise, une start-up, parce que j'étais community manager à la base, en fait, j'avais lancé mon projet Féministe Stellou, qui était de présenter une femme inspirante par jour en septembre 2021. Donc, j'ai fait ça de septembre jusqu'à ma prise de poste chez Change Factory. Et en fait, j'ai cumulé plus de 300 portraits de femmes inspirantes parce que je trouvais ça hyper passionnant comme sujet. J'étais ultra motivée et pourtant, c'est vrai qu'avec du recul, je me dis quand même... Instagram n'est pas toujours très sympa. Donc, ça fait partie on pourra aussi en développer plus tard, mais ça fait partie aussi des choses que Instagram, quelques mois après, c'est vrai que je commençais déjà à tourner un peu autour du pot parce qu'en fait, on est très limité sur Instagram. On a des reels de 90 secondes, des slides de 10 slides max, on peut pas vraiment entrer en profondeur dans les sujets. Et en fait, c'est quelque chose après qui
qui m'a semblé une évidence, que je trouvais ça un peu relou, quoi. Mais du coup, bon, c'est grâce à cette expérience-là. Et j'avais aussi lancé en parallèle mon compte TikTok Féministe Stelou, où je testais aussi des choses. J'allais dans des conférences, et des conférences féministes, évidemment, et je mettais des extraits sur les réseaux sociaux. Bien sûr, j'avais demandé l'autorisation aux personnes concernées, et je les taguais quand c'était nécessaire. Enfin, quand elles avaient le compte, où je leur envoyais, comme ça, elles étaient prévenues, parce que voilà, c'est toujours important pour moi, cette transparence, et pas faire les choses derrière les dos des gens, hein, clairement. Et du coup, bah voilà, c'est grâce à ça, cette expérience-là en particulier, que j'ai pu obtenir mon poste chez Change Factory. Après, en fait, mon poste, il a beaucoup évolué, parce qu'en fait, quand j'ai rejoint en avril 2022, j'étais associée à un client. Et du coup, j'ai fait une mission jusqu'à décembre dernier pour ce client-là. Mais du coup, ce client-là, c'était quand même bien, parce qu'en fait, il avait lancé un réseau pour qu'il y ait plus de femmes et de jeunes filles dans la tech. Donc, je m'étais vraiment plu là-bas. Je faisais aussi des newsletters en lien avec les femmes et la tech. Enfin, moi, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Bon, je faisais d'autres missions à côté. C'était pas à 100% de mon temps, mais je trouvais ça assez chouette. Et après, là, depuis janvier, vu qu'il y a une restructuration interne chez ce client, bah là, je suis 100% chez Change Factory. J'ai plus de clients adossés, en tout cas pour le moment. Du coup, nous, notre job, c'est qu'on vend des formations. Et justement, on a des formations en lien avec la diversité et l'inclusion, mais on n'a pas que ça, parce qu'en fait, on a vraiment des formations sur tous les sujets, le RH, la communication, le futur du travail, la RSE. Donc, c'est des scopes assez larges. Et bah, du coup, dans les diversités et l'inclusion, ce que je propose actuellement, en fait, je fais de la prospection commerciale, de la communication pour Change Factory. Et dans les formations que je propose, par exemple, à mes prospects, que voilà, que ma collègue anime, ma collègue Johanna Lemler, qui est aussi intervenue dans mon podcast, anime chez nos clients. C'est des formations du style la prise de parole en public, avec un module spécifique, la prise de parole de public pour les femmes. On a un bootcamp leadership féminin pour aider les femmes à lancer des projets à impact. On a aussi un module, comment ça s'appelle, autour du codev. C'est de l'intelligence collective, où en fait les entreprises ont une problématique précise, et du coup il y a tout le monde qui est sollicité pour pouvoir apporter une solution à ce problème. Et nous, on peut aussi proposer l'accompagnement derrière pour mettre en place les actions qui ont été mises en exergue. Et on a aussi, comme aux formations que j'ai en tête, féminiser les métiers de l'industrie, où on met en avant, encore une fois, des bonnes pratiques, des rôles modèles, où on déconstruit les biais. Et encore une fois, on peut aller encore plus loin en profondeur. Donc, voilà, les formations, c'est une première approche, mais vu qu'on est aussi un cabinet de conseil, on peut vraiment accompagner de A à Z les entreprises sur ces thématiques et d'autres thématiques, parce que voilà, la diversité et l'inclusion, on a un cabinet qui est assez généraliste, donc on fait pas mal de choses. Ok, ok, super. Moi, je découvre, je connaissais pas du tout, super intéressant. Tu nous parlais justement de tes actions sur les réseaux sociaux qui étaient orientées vers le féminisme, et on voit que le féminisme prend une grande place dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient? Comment tu t'es intéressée et comment tu t'es engagée sur cette thématique-là? Est-ce que tu peux nous raconter? Bien sûr, du coup, enfin, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours été féministe sans le savoir, parce qu'en fait, ma première action féministe à mon échelle, c'était quand j'avais 6 ans. Parce que en fait, j'avais appris l'existence de la règle masculin l'emporte sur le féminin, et j'avais trouvé ça d'une injustice. Ça m'avait énervée, parce que je comprenais pas le pourquoi du comment, mais je trouvais ça injuste que le masculin l'emporte, alors que non, j'étais une fille, non, enfin on est à égalité. Enfin déjà à 6 ans, j'étais déjà comme ça. Et puis pareil en primaire, je me rappelle encore, ça m'énervait aussi de voir. Enfin, j'ai eu beaucoup de colère quand j'étais plus jeune. Avec le temps, après, je me suis tempérée, mais j'étais très en colère de voir que dans la cour de récréation, les garçons, ils prenaient toute leur place avec leur football, et nous, les filles, en fait, on était obligées de jouer sur le côté, on avait très peu d'espace. Et du coup, j'aimais pas le foot, mais je faisais du forcing pour jouer avec mes amis mecs, parce que je voulais aussi prendre l'espace. Et je sais qu'en plus, il y avait des garçons qui disaient « Ah oui, non, c'est une fille et tout ». Et moi, j'étais en mode « Mais non, je suis une fille, je suis capable, tu vas voir ce que tu vas voir, je vais marquer des buts, on va gagner parce que je suis là, quoi ». Excellent.
Oui, et puis du coup, en fait, ouais, dans ma vie, en fait, il y a plein d'épisodes comme ça, enfin, les plus marquants, enfin, ceux qui m'ont le plus marqué, bah, du coup, il y a, par exemple, ceux-là quand j'étais en primaire. Et en fait, il y a aussi celui, enfin, il y a au collège, et surtout, en fait, il y a un événement au collège qui a fait que j'ai voulu par la suite lancer Féministe Stelou. Ça a été ça, ce moment déclencheur, mais du coup, j'ai déclenché bien plus loin, parce que forcément, à cette époque-là, j'avais pas toutes les connaissances, mais en gros, j'étais, bah, du coup, au collège, et avec un mec de ma classe, on avait eu une dispute, je sais plus trop comment elle est arrivée, mais parce que, bah, pour lui, en fait, les femmes n'avaient pas marqué l'histoire, sinon on en aurait entendu parler. Et moi, c'est vrai que, bah, encore une fois, j'étais énervée parce que du coup, enfin, je savais intérieurement qu'il avait tort et que j'avais raison, que les femmes, elles avaient marqué l'histoire. Et en fait, quand il m'avait demandé de lui citer des noms, et ben, en fait, les seuls noms que j'étais capable de lui donner, parce que c'était les seules femmes que j'avais appris à cette époque, c'était Jeanne d'Arc, Rosa Parks et Marie Curie. Et en fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, je connaissais pas d'autres femmes qu'elles. Après, voilà, j'étais au collège, donc il y avait Internet, c'était moins abouti qu'avant, que maintenant aussi, ça c'est sûr. Il y avait moins de choses aussi à mon époque, même si c'est pas si vieux que ça. Et du coup, enfin, j'avais perdu le débat et en fait, ça m'est resté au travers de la gorge. Et en fait, je savais vraiment intérieurement, je fulminais parce que je savais que j'avais raison, mais que j'avais pas pu lui prouver. Et bon, du coup, bah, j'ai mis ça de côté parce que bah, j'étais ado et après, bah, le temps passe et finalement après, quand j'ai lancé Féministe Stelou, c'est vrai que je me suis rappelé de ça, de cette conversation et en fait, bah, ça m'a fait basculer direct pour lancer après Féministe Stelou. Après, dans d'autres choses que j'avais en anecdote, je sais qu'en IUT, du coup, j'étais un peu plus âgée, enfin j'avais peut-être dans la vingtaine. Je sais plus, il y avait un projet de classe qu'il fallait faire et moi, j'avais fait un projet, je crois que c'était un projet libre, enfin je me rappelle plus tous les détails, mais je me rappelle juste que j'avais fait un projet où il fallait proposer des initiatives pour l'égalité femmes-hommes. J'étais hyper fière de mon travail, je l'avais montré à toutes mes copines et tout, je sais plus trop ce que j'ai dit maintenant, mais je sais que le prof, ça l'a fait rigoler quand je lui ai présenté mon travail, parce qu'en fait, il trouvait que c'était assez... euh, bah, niais. D'un côté, je peux comprendre, enfin, niais, enfin, il a pas dit ça comme ça, mais que ça aurait été trop facile, on va dire, si c'était mes solutions, elles étaient proposées comme ça. Et d'un côté, je peux comprendre, car je sais que à 18 ans, je m'étais disputée avec bah, mon ex de l'époque parce que en fait, j'avais donné ma solution révolutionnaire pour qu'il n'y ait plus d'inégalité femmes-hommes. C'était un mode ah mais en fait, c'est hyper simple. Il faut juste donner moins de salaire aux hommes et le donner aux femmes. Et du coup, voilà. Et je sais qu'on s'était disputé parce que du coup, mon ex m'avait dit non, mais moi, j'ai pas envie de baisser mon salaire pour le donner aux femmes et tout. Enfin, moi, je disais non. Et moi, j'étais déjà en mode non, mais ça va pas. Enfin, ce serait super bien pour l'égalité. Enfin, bon, ça a toujours été en moi. Je pense que c'était ma mission de vie et du coup, je me suis reconnectée à cet enfant intérieur qui m'a montré plein de preuves comme quoi il y avait plein de choses qui étaient pas normales. Et c'est pour ça que voilà, c'était comme une évidence de lancer Féministe Stelou et après Matrimoine féministe parce que voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais ça sur le cœur. Je sais pas le pourquoi ça arrivait comme ça, mais ça fait partie de moi. Est-ce que tu penses que tu as eu une influence de ton entourage? Est-ce qu'il y a des personnes dans ton entourage qui voilà, étaient féministes ou qui avaient ces idées-là et dans lesquelles tu as pu t'imprégner? Bah, je pense que bah, mes rôles modèles quand j'étais toute petite, bon ça l'est toujours maintenant, mais quand j'étais petite, c'était mes parents, enfin c'était mes dieux, hein, mes dieux déesses. Et j'ai quand même, je sais plus mes dieux déesses, mais c'est mes parents, je les aime très fort. Mais je pense que clairement, ça vient de eux parce qu'ils m'ont toujours éduquée de façon féministe, dans le sens ils m'ont toujours dit que bah je sais pas, enfin je suis une femme donc je vaux autant qu'un homme. Ma grand-mère aussi me disait ne te mets à genoux devant personne, seul Dieu t'élève au niveau du roi. Enfin c'était un truc dans ce style-là, c'était une citation de ma mamie. Enfin, et en fait tout le monde me disait, enfin dans mon entourage très très proche, ma famille très proche, que je pouvais et en fait mes parents et ma grand-mère et d'autres personnes de ma famille me disaient toujours que en fait dans la vie il faut juste, enfin il faut juste tu peux avoir les mêmes choix que tout le monde. Après, il faut travailler parce que voilà, on n'obtient rien sans le travail. Il faut travailler et en fait, si tu fais des efforts, eh bien, tu finiras par être récompensé. Bien sûr, il y a des fois où ça marchera pas, il y a des fois où tu feras plein de choses et que ça marchera pas, mais aussi c'est ça la vie, c'est ça les apprentissages. Et en fait, ouais, je suis très contente d'avoir eu ces parents, enfin mes parents, parce que franchement, ouais, ils m'ont donné des très 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 belles valeurs, la valeur du travail, du respect des autres, peu importe leur niveau social. Bah après déjà, mes parents, c'est assez marrant.
parce que comme niveau social, ils sont un peu différents, parce que ma maman était fonctionnaire à Orange et mon père était dentiste. Que c'est vrai qu'ils avaient aussi un milieu social différent, mais ils ont réussi, ils se sont quand même mis en couple et ils m'ont eu. Et après, si mes parents, c'est aussi grâce à eux que je suis là, dans le sens où ils ont eu beaucoup de difficultés pour m'avoir. Ils ont mis, je crois, 7-8 ans à essayer avant que j'arrive. Donc, moi, je suis toujours reconnaissante. J'ai toujours une profonde gratitude par rapport à la vie qui m'entoure. Et je suis très, très contente d'être là, de pouvoir discuter, d'avoir des parents comme ça qui ont transmis vraiment des très, très belles valeurs. Et puis, par exemple, ma maman, elle est hypersensible, je suis hypersensible. Enfin, en fait, ils m'ont transmis des choses. Forcément, en fait, en étant hypersensible, j'ai aussi une certaine empathie différente de la moyenne, plus profonde. Et du coup, le fait de faire aussi des conversations profondes, c'est quelque chose qui fait partie, un besoin viscéral aussi en moi. Donc aussi, c'est pour ça les podcasts, c'est hyper important, parce que je veux mes relations, dans toutes mes relations que j'ai, en fait, pouvoir avoir des discussions profondes, entrer en profondeur dans les sujets, car c'est quelque chose qui est très important pour moi et que j'ai toujours eu, en tout cas avec ma famille, parce que aussi dans les valeurs qui m'ont transmises, c'est toujours discuter, communiquer ses émotions, parler, ne rien garder pour soi, sinon en fait ça va te bouffer de l'intérieur. Et j'en fais aussi ma mamie, elle me disait quand j'étais petite, parce qu'en fait quand j'étais petite j'étais très jalouse, et elle disait faut pas être jalouse, ça fait mal au petit cœur. Et bon, non, c'est vrai que je suis plus du tout jalouse, mais en fait j'ai été vraiment bien accompagnée dans toute la bienveillance possible. Et j'ai reçu énormément d'amour de la part de mes parents, grands-parents, parce que voilà, mon grand-père aussi, mes grands-pères, mes grands-parents, j'ai vraiment eu une très belle enfance par rapport à ça. Bon, c'est vrai que moi, j'ai une petite famille. C'est quelque chose aujourd'hui que je trouve un peu dur à supporter, parce qu'on est tout petit dans ma famille, mais d'un côté, avoir toute cette socle d'amour, je pense que je peux être hyper reconnaissante, et que de toute façon, je construirai ma propre famille quand le moment sera venu. C'est vrai que c'est un cadeau ultra précieux que ton entourage t'a fait, dans le sens où, j'imagine que ça instaure un cadre de sécurité, en fait, et du coup qui t'a permis de pouvoir t'exprimer comme tu le voulais par la suite, et déjà dès un très jeune âge. Donc c'est super. Tu nous parlais des différents moments, où tu as exprimé un féminisme dont tu pouvais pas forcément mettre le nom dessus. Mais c'est vrai que quand tu nous le racontes, on voit très bien le lien avec le féminisme. Comment après tu as nourri ça? Comment, tu t'es encore plus intéressée, que tu as appris plus de choses, et cetera? Comment ça s'est passé? Je pense que la bascule au fait que je me suis vraiment considérée comme féministe, était, bien sûr avec le lancement de mon compte féministe Stellou, mais pas que. En fait, dans mon cœur, j'ai une association que je porte vraiment et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Find Yourself, avec sa fondatrice, c'est Clémence Mouele-Moukouri. Je l'adore, elle est passée dans mon podcast aussi, parce que voilà, j'ai aussi beaucoup de reconnaissance envers elle, parce que en fait, j'avoue que je pourrais plus situer à quel moment c'est dans la chronologie, parce que j'ai un peu oublié depuis le temps. Et bien en fait, j'avais reçu un message Instagram comme quoi en fait en mars, en fait, elles organisaient le mois de l'empowerment. Du coup, pendant tout le mois, tu as des conférences féministes avec des femmes qui vont parler des sujets de société avec un œil féministe. Enfin, c'était pas présenté comme ça, mais ça donnait déjà les clés pour le futur matrimoine féministe, puisque par exemple, c'était des conférences sur l'endométriose, la maternité, ce qui était la sexualité. Enfin, il y avait vraiment plein de choses hyper intéressantes. Et en fait, quand je suis allée à ces conférences, parce qu'en fait, on m'avait invité, parce que je suivais pas le compte sur Instagram, et du coup, en fait, on m'avait contacté par message pour me prévenir de cet événement. Et heureusement, je remercie, je sais pas si c'était Clémence ou c'était une de ces bénévoles qui l'avait fait, mais je remercie cette personne de l'avoir fait, parce que du coup, je dirais que ça m'a intéressée, et direct, je suis allée aux événements. Enfin, du coup, je suis allée à partir du 2e, et là, j'y vais encore chaque année. Je crois que maintenant, il y en a 4, 5, je sais même plus. En fait, ces événements-là, en fait, pour moi, ça m'a tellement nourrie, parce que je trouvais ça tellement important, ces discussions. Enfin, même, par exemple, je suis allée, c'était l'année dernière de mémoire, à une conférence sur religion et féminisme, et ça m'a tellement changé tout ce que j'aurais pu penser à la base, et je trouvais ça vraiment incroyable comment mettre du féminisme dans la religion, parce que c'est vrai que je suis une personne en constante évolution, et l'année dernière par exemple, j'étais pas forcément au fait qu'on pouvait incarner les deux, que c'était possible, compatible. Toujours, enfin, on apprend de toute façon tout le long de sa vie, mais du coup ça c'est quelque chose qui m'a vraiment, enfin c'est une de mes plus belles conférences, et du coup j'ai invité les 3 personnes
les 3 personnes qui avaient intervenu à mon podcast parce que voilà, je trouve ça hyper important de parler de ça. Et en fait, ouais, toutes ces conférences, enfin même celle avec l'endométriose aussi, ça m'avait profondément marqué. J'ai aussi invité évidemment les invités. En fait, oui, de toute façon, les invités des conférences, après, je les invite dans les podcasts parce que voilà, après, j'avais demandé à Clémence si elle était OK parce que voilà, je suis toujours dans cette transparence. Elle m'a dit, mais oui, oui, aucun souci. Et après, je fais toujours un petit fémage, comme j'aime bien dire en début d'épisode, enfin, quand si par exemple c'est grâce à quelqu'un que j'ai pu rencontrer mon invité, je le mentionne en début d'épisode, je fais un petit fémage. Bon, il y a beaucoup de fémage pour Clémence parce que c'est vrai qu'elle m'a apporté beaucoup. D'ailleurs, quand on en discutait, elle m'avait dit que c'était super chouette qu'elle me partage cette expérience-là parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, parce que on n'a pas forcément on n'a pas forcément le ressenti sur l'impact qu'on peut avoir sur une personne. Et du coup, là, j'ai pu avoir un vrai impact qui après a semé des graines sur le matrimoine féministe. Enfin, clairement, le matrimoine féministe existe de cette façon aussi grâce à Clémence. Ça va même sur mon site, hein, j'ai aussi mis dans les remerciements Clémence parce que voilà, on se rend pas forcément compte l'impact qu'on peut avoir chez une personne. Et je sais que vraiment toutes ces conversations, ça m'avait tellement nourri que voilà, ça a aussi fait partie des graines par la suite qui ont fait que j'ai lancé mon podcast parce que je trouve ça super chouette, hyper enrichissant d'apprendre des expériences d'autrui parce que tant qu'on n'est pas à la place des autres, on pourra jamais être à la place des autres, mais je veux dire, si on n'entend pas les autres parler de leurs problématiques, on pourra jamais essayer de les comprendre parce qu'en fait, on les aura jamais entendus. Et en plus, sur les médias traditionnels, malheureusement, ils font pas venir des personnes de tous les jours, entre guillemets. C'est pas parce qu'on est personne de tous les jours qu'on peut pas avoir un impact, qu'on peut pas être extraordinaire également, mais en fait ils font plus venir, bon, je schématise, mais dans les grands médias traditionnels, ils font plus venir les gens qui font le buzz ou des gens ultra connus, alors que la connaissance c'est à portée de main aussi. Carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai lancé mon podcast il y a 1 an et demi. C'est parce que j'écoutais moi-même beaucoup de podcasts d'entrepreneurs et on voyait toujours les mêmes têtes. On entendait toujours les mêmes histoires, les mêmes parcours. Et au bout d'un moment, moi, je m'y retrouvais pas. Et je me suis dit, autant créer le mien et puis interroger les personnes que je rencontrais et qui étaient dans mon entourage et qui étaient entrepreneurs, qui faisaient des choses formidables et qui n'avaient pas du tout le même parcours que les personnes qu'on voyait et qu'on mettait en tête d'affiche tout le temps. Donc ça, c'est très vrai et en plus, c'est le grand pouvoir du podcast, je trouve, parce que du coup, c'est à la portée quasiment de tous, de pouvoir créer un média et de mettre de la lumière sur les personnes que l'on souhaite. Donc c'est vraiment, on est d'accord sur ce point le podcast est génial. Donc là, ce que je comprends, c'est que tu t'es nourri d'événements, de rencontres, pour pouvoir justement approfondir ce côté-là, toi, le développer le féminisme et encore plus évoluer dans ça. Est-ce que avant que tu arrives à Change Factory, est-ce que tu avais eu du coup des expériences aussi professionnelles liées au féminisme ou c'était complètement différent? Après, sur ma précédente expérience avant Change Factory dans une start-up d'éducation, en fait, je devais gérer plusieurs comptes. En fait, c'était un média à destination des étudiants. Et c'est vrai que j'avais tendance, parce que voilà, j'aimais bien ça, de mettre en avant dans les posts Instagram des portraits de femmes inspirantes, parce que voilà, on se refait pas d'entrepreneuses. Bon, je faisais entrepreneuse, mais j'avais quand même attrait à mettre en avant des entrepreneuses. Donc ouais, dans ma communication, c'est vrai que j'aimais beaucoup inclure des présentations, des portraits de femmes, pour que ça parle à toutes et toutes. Après, dans mes autres expériences professionnelles, pas du tout. J'avais pas eu cette occasion. Ok. Et est-ce que du coup tu peux maintenant nous raconter comment t'es passé de Féministe Stélou au podcast Matrimoine féministe? Comment t'es venue l'idée? Est-ce que tu peux nous parler aussi du concept de Matrimoine féministe? On veut tout savoir.
Bon, attends, si je resitue bien, j'avais du coup, je remets ma propre chronologie aussi pour me repérer. Du coup, septembre 2021, Féministe Stylou, avril 2022, Change Factory, et je crois que c'était en novembre 2022, si je me trompe pas, oui, je crois que c'est ça, que bah du coup là, ça faisait un certain moment que j'essayais de me renouveler, en tout cas avec Féministe Stylou, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convenait. Pourtant, j'avais arrêté les portraits de femmes inspirantes parce que voilà, je trouvais ça très bien, mais c'est vrai que c'était une description de 2200 caractères avec 2 photos. Parce qu'en fait, au début, je faisais ça en français et en anglais. Mais après, bon, je me suis rendu compte que j'avais pas tellement de personnes anglophones dans ma communauté, donc c'était pas forcément le plus pertinent. Donc j'avais essayé d'autres types de formats, des Reels notamment, parce que c'était marqué partout sur les réseaux sociaux que Instagram et les Reels, il fallait en faire si tu voulais gagner beaucoup d'abonnés. Et donc, bon, j'ai essayé. Spoiler alerte, j'ai gagné des abonnés. Enfin, j'ai une communauté actuelle de plus de 5000 personnes sur Instagram. Et en fait, si j'ai eu ces 5000 personnes, c'est parce que j'ai fait des partenariats avec des influenceurs, parce que dans mon précédent job, dans la startup d'éducation, on avait travaillé avec des petits influenceurs pour faire grossir nos réseaux sociaux. Du coup, j'avais sollicité quelques-uns. Je n'avais pas payé, enfin, des tarifs plutôt accessibles. Voilà, c'était des influenceurs qui avaient des grosses communautés, genre 100 000 abonnés, mais qui étaient étudiants. Donc voilà, ils étaient pas comme un Hugo Décrypte ou des choses comme ça qui peuvent être ultra professionnels. Donc en fait, c'était des partenariats à 100 € pour un post et une story, des choses comme ça. Et du coup, c'est ça que j'avais utilisé pour faire grossir mon compte. Sauf que, au bout d'un moment, je m'étais dit, ouais, ok, je crois que j'avais dépensé en tout 300 €. J'ai dû en contacter 3, quelque chose comme ça. Et je m'étais dit après, ouais, je paye, mais finalement, je suis pas forcément de résultat derrière. Enfin, il y a pas en plus, j'ai pas de produit. Enfin, je fais juste donner de l'argent et sans qu'il y ait retour sur investissement, sans que ça puisse être réinjecté quelque part. Du coup, en fait, déjà ça, j'étais en mode pas trop convaincue. Et puis voilà, je me suis lassée d'Instagram parce que voilà, plus le temps passait, moins j'avais d'engagement. Parce qu'en fait, les algorithmes changent tout le temps. Et là maintenant, je poste toujours sur Instagram parce que bon, j'ai commencé par Instagram, mais j'avoue que j'y crois absolument plus. Enfin, je le fais juste histoire de dire. Mais c'est vrai que ouais, ça a tellement changé. En 2021, pour donner un ordre d'idée, j'avais 300 likes par post. Et là, j'arrive à peine à atteindre les 30 likes. Ouais, non, c'est vrai que c'est devenu super dur. Donc ouais, j'ai dans cette optique, putain, Instagram, j'en ai trop marre, mais je savais pas trop comment faire, forcément, parce que je débute. Et en fait, les choses sont bien faites, parce que sur LinkedIn, je suis tombée sur une publication d'un mec, admin de l'entreprise Dimilaire. Je pense qu'il faisait son premier bootcamp pour lancer un side project en parallèle de son travail. Et du coup, moi, ça tombait bien. J'avais Change Factory et j'avais Féministe Stélou, j'avais envie d'en faire quelque chose. Et je savais pas du tout comment prendre. Et en fait, vu que c'était la première fois qu'il faisait ça, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'avoir un tarif assez accessible parce que du coup, on construisait ensemble. Et ça, je trouvais ça très, très cool. Du coup, j'y suis allée, go. Et en fait, c'est grâce à Amine que il m'a soufflé l'idée du site internet, parce que c'est vrai qu'initialement, j'avais plus pensé à une chaîne YouTube, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est vrai qu'il m'avait convaincu que le référencement c'était quelque chose hyper puissant. Enfin, je sais plus exactement les termes qu'il avait employés, mais je sais que ça m'avait grave convaincu. Donc j'étais allée go. Et en fait, voilà, vu que je voulais sortir un site internet, il me fallait un nom. Donc j'avais sollicité un peu ma communauté sur Instagram, mes parents, mes proches, ma famille. Au début, les noms que j'avais, c'était genre féministe legacy, des choses comme ça. Féministe pédagogie, enfin c'était des noms très anglais. Et je sais que du coup Marie-Agnès Caderby m'avait fait la remarque très pertinente que je sais pas, on est en France et pourquoi il y a toujours des noms hyper anglais alors que c'est super bien valoriser le fait qu'on soit français, quoi, française. Et du coup, c'est vrai que j'avais pris en compte, pareil, même mon père m'avait proposé comme proposition, ça me fait rire maintenant, le média féministe, et je trouvais ça trop bien en plus. Et simple, direct. Oui, et après quand j'en avais parlé à ma communauté, parce que voilà, j'ai changé beaucoup en story, c'est vrai que là maintenant je le fais un peu moins, mais pour le coup c'est vrai que j'avais parlé de le média féministe, il y avait des gens qui disaient ouais non, le média, enfin ça veut dire que tu te places en supériorité par rapport à d'autres, c'est pas forcément ouf. Alors du coup, je trouvais ça bien d'avoir tous ces avis là, parce que moi, j'avais pas ce recul nécessaire. Du coup, j'ai essayé de chercher.
Et à un moment, en parlant avec ma maman, elle m'a dit « Ah tiens, et si tu disais patrimoine féministe ?» Et du coup, là, j'ai tilté. Je me suis dit « Mais ton idée, elle est géniale à 50%. » Et du coup, là, je lui dis « Bah, du coup, c'est validé pour matrimoine féministe. » Et du coup, j'ai cherché sur Internet et tout. Et en fait, personne, il y avait rien, personne ne s'appelait matrimoine féministe. Et j'étais en mode hyper contente. Du coup, voilà, direct que je l'ai posé à l'INPI et tout, parce que je savais que c'était the nom qui me fallait. Enfin, des fois, c'est des évidences. C'est vrai que même toujours maintenant, je suis toujours très, très fière, parce que du coup, ça représente vraiment les valeurs que je veux transmettre. Et surtout que matrimoine, c'est un mot qui a réellement existé et qui a été invisibilisé, comme ont pu l'être les femmes dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, mettre en avant le matrimoine, c'est hyper important pour tout ce qui est représentation, inspiration, donner confiance. Enfin, le langage a quand même un point assez important. Par exemple, je sais qu'il y a des études qui ont montré, par exemple, quand des femmes postulent à un poste, si elles voient directrice, ça va plus les inciter à postuler que si elles voient juste directeur. Donc, hyper important. Donc là, le matrimoine féministe était né. J'avais lancé, parce qu'un des objectifs de ce bootcamp, c'était lancer un premier... Enfin, du coup, un premier projet, du coup, j'avais lancé mon premier site internet qui n'est plus du tout disponible, à part pour moi. Bon, il faudrait que je le ressorte, parce que c'est vrai qu'avec du recul, mais c'était pas ouf du tout. Et bon, c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. C'était un site qui était plutôt en mode blog, où t'alimentais avec des articles, c'est ça? En fait, c'était un site, ouais, ça se voulait être un blog, en théorie. Quand tu creusais mes articles, il faisait 400 mots. Donc, ça pouvait pas être un blog à 400 mots. Mais en fait, oui, le spoiler, c'est aussi pourquoi il était aussi nul. En même temps, c'est un peu normal, parce qu'en fait, j'étais passée sur Webflow et j'avais fait tout le design par moi-même. Et en fait, j'avais consacré vraiment toute mon énergie sur le design et pas assez sur la structure des articles. C'est vrai que le SEO, je connaissais pas. J'avais aucune connaissance dessus. Ceci explique cela. Du coup, en fait, le bootcamp, il se termine en janvier 2023. Je me souviens son bon. Et en fait, bon, j'avais ce site qu'il fallait que j'alimente. Mais je sais pas, il y avait un truc, je me sentais pas alignée. Et du coup, bah, je l'ai sorti. Je crois que j'ai sorti même le 31 janvier en mode, ouais, je l'ai sorti, je suis trop contente. Et dès que j'ai sorti, après, bon, je l'ai plus réalimenté parce que j'étais en mode, putain, il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à savoir quoi, mais j'arrive pas, ça matche pas. Et du coup, après, encore une fois, le destin fait bien des choses, parce qu'en mars, je tombe sur une publication Instagram, cette fois sponsorisée, d'Aline Bartoli, la fondatrice de The Baby Boost, qui ouvre chaque année les portes pour un programme qui s'appelle la BSB Academy, qui permet, du coup, à toute personne qui est débutante, de devenir entrepreneuse, parce que on peut voir l'entrepreneuriat à 360 degrés, donc solidifier ses bases, définir son client, sa cliente idéale, pouvoir faire tout ce qui est prospection. Enfin, j'ai plus les boutons exactement en tête de l'ordre, mais il y avait tout ce qui est customer care, prospection, marketing, communication, qui est pilotage de l'entreprise. Bon, je l'ai vraiment dit tous les modules dans le désordre, mais c'est pas grave. Du coup, je trouvais ça, parce qu'il y a une certaine logique dans les modules pour que tu apprennes au fur et à mesure et comme ça, tu n'es pas trop bombardé d'informations, tu vas step by step. En fait, tu prends ce que tu as envie de prendre. Mais c'est vrai que moi, je connaissais rien du tout. Du coup, j'ai tout pris depuis le début. Et du tout, je suis hyper reconnaissante du coup aussi pour Aline Bartoli, bien sûr Amine, maman, mais Aline encore plus peut-être parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat et moi, ça faisait deux, j'y connaissais vraiment rien du tout. Du coup, mes parents m'avaient dit que mais c'est de la folie de payer 1500 € pour un programme et tout, parce que oui, j'avais payé 1500 € parce que voilà, je savais que c'était quelque chose que j'avais envie et qu'il me fallait pour mon business. Et t'avais envie d'investir quoi dans ça. C'est ça, donc ça n'a pas été un souci pour moi, j'ai investi et en vrai, je suis hyper méga reconnaissante envers ce programme parce que ça m'a appris tellement de choses et surtout c'est grâce à ce programme que j'ai rencontré Francis Baconnet qui est mon webmaster actuel et qui est celui qui monte et diffuse mes épisodes de podcast. Donc c'est grâce à lui que Matrimoine Féministe existe sous cette forme parce que lui il est ultra pointilleux, ultra fort et c'est lui qui m'a appris tout sur le SEO parce que je connaissais rien et même parce qu'en fait sur la BSB Academy il y avait un canal où on pouvait discuter et tout et en fait Francis avait proposé un tarif préférentiel pour faire un audit de site internet SEO pour voir si ça fonctionne ou pas et du coup j'avais mis mon site et tout et clairement mon site mais de base sur Webflow mais il s'est fait démolir.
Il y avait rien qui allait. Enfin, si, il y avait quelques petits trucs. Enfin, c'était limite, ah, mais si, t'as des images, c'est bien. Mais c'était genre, il y avait que ça. C'était juste histoire de dire, bon, je vais quand même mettre 1 ou 2 trucs sympas pour pas qu'elle soit démotivée. Donc, mais du coup, ouais, je suis hyper reconnaissante parce que en plus, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'approche de Francis, c'est qu'en vrai, il était même pas en train de me dire, bah, viens faire appel à moi, je suis le meilleur et tout. En fait, il m'a juste dit tout ce qui allait pas de façon très rationnelle, avec après les points d'amélioration sur qu'est-ce que je dois changer pour améliorer le site. Et bah du coup, en fait, moi, direct, je me suis dit non mais faut que je fasse appel à lui. Il est hyper calé. J'ai déjà appris plein de choses pendant tout ce rendez-vous, parce qu'il m'avait fait déjà une mini formation sur la SEO, il m'avait expliqué plein de choses et tout. Et du coup, j'étais en mode non mais il faut que je travaille avec Francis. Et dans le truc, comme quoi le destin est vraiment bien fait, parce que moi, je pense que j'ai une petite étoile qui me suit, c'est que en gros, la BSB Academy, ce qui est marrant, c'est que, parce que ce que je trouve ça super admirable chez Aline Bartoli, c'est chaque mois, elle organise un challenge pour qu'on sorte de notre zone de confort. Et en fait, si on réussit le challenge, et ben on peut être tiré au sort. Et si on est tiré au sort, on gagne le remboursement complet de la formation. Du coup, j'avais joué, je crois, oui, j'avais fait 2 challenges sur 3. Le premier, j'avais pas pu le voir parce que il fallait augmenter le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux et moi, ils ont fait que dégraisser, donc c'était pas possible. Le deuxième, c'était faire un challenge sur une offre, créer une offre de A à Z. J'en avais jamais fait, donc c'était challengeant, mais j'avais pas été tirée au sort. Et le troisième, c'était de créer une sorte de, comment on peut appeler ça, de tableau dashboard de planification sur ce que tu allais faire sur sur le projet là. Du coup, moi, le projet de site internet, toutes les étapes que tu dois faire pour le lancement de ton nouveau site internet. Du coup, j'ai participé et en fait, j'ai été tirée au sort et j'ai eu le remboursement complet de la formation. J'étais en mode mais waouh, je suis trop contente. Et bon, après, et du coup, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai réinvesti tout l'argent dans le site internet avec Francis, parce que c'était à peu près le tarif qui était demandé pour faire mon site internet. Donc, j'étais en mode trop bien. donc ouais, j'étais hyper heureuse. Du coup, ouais, les planètes étaient alignées. Du coup, là, on était en mars et en fait, la BSB Academy, ça durait 3 mois avec... le programme est accessible à vie, bien évidemment, avec toutes les mises à jour à vie. Et du coup, là, Aline, elle a fait une refonte, la BSB 2024, mais elle est dingo. Et en plus, j'ai rien eu à débourser. J'adore tellement le travail d'Aline. Franchement, c'est la queen de The Queen, c'est Aline Bartoli. Je l'aime tellement, cette nana. Mais du coup, ouais, le programme, il dure 3 mois. Et du coup, là, on était en mars, ça fait mars, avril, mai, juin. Et je crois que ça avait duré aussi jusqu'en juillet de mémoire, quelque chose comme ça, parce que elle avait un peu des prolongations pour la communauté. De mémoire, c'était un truc comme ça. Et après, j'ai commencé à peine à travailler avec Francis, mais en fait, mes plans, ils ont été mis en stand-by parce que à partir de septembre 2023, j'ai voulu repasser le permis de conduire. Du coup, j'ai déboursé beaucoup d'heures, j'ai pris beaucoup de temps pour faire ça. Du coup, malheureusement, mon projet de site internet, il avait été mis en stand-by. En plus, ouais, c'était une période assez compliquée parce que, en fait, le permis de conduire, honnêtement, c'est vraiment l'épreuve la plus difficile que j'ai jamais vécue dans ma vie. C'était d'une difficulté, mais incommensurable. Je te comprends tellement, Estelle. Je l'ai passé pendant mes études, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré par rapport à ça. Surtout que tu vois l'argent partir au fur et à mesure, c'est horrible, c'est horrible. Surtout que moi, c'était la deuxième fois que j'essayais de le repasser, donc il y avait déjà de l'argent qui était déjà parti dans le passé. Du coup, j'ai changé d'auto-école, parce que mon présent auto-école n'était pas au niveau, en tout cas, malheureusement. Mais du coup, cette nouvelle auto-école était vraiment parfaite. Les profs étaient vraiment incroyables. Hein. Je remercie vraiment cette auto-école de m'avoir formée par rapport à ça, parce que je partais avec des grosses lacunes, et surtout, je suis allée en automatique, parce qu'en manuel, j'avoue que j'aurais jamais eu mon permis si j'étais en manuel. Mais du coup, en fait, ouais, j'ai travaillé très très dur pour ce permis de conduire. En plus, j'étais salariée, je suis toujours salariée à côté. Je faisais ça entre mes heures de travail, le week-end et tout. Donc évidemment, j'avais pas le temps. Et puis c'était une période compliquée sur plein d'autres aussi aspects de ma vie personnelle.
En fait, j'avais vraiment cette motivation de travailler sur matrimoine féministe, mais au fond de moi, je ne pouvais pas, je n'y arrivais pas, parce qu'il y avait le permis, il y avait tous mes autres problèmes qui s'engrogeaient, et j'étais vraiment dans un profond mal-être, parce que moi, tout ce que je voulais, c'était travailler sur matrimoine féministe, et je n'arrivais pas, malgré toute la bonne volonté du monde. Du coup, le permis, du coup, de septembre jusqu'à novembre, j'ai fait mes heures, je sais même plus combien j'en ai fait, mais j'en ai fait vraiment beaucoup. Trop bien, le 7 novembre, j'ai eu mon permis, c'est super bien passé, j'étais hyper contente, j'ai super bien conduit, j'étais super ravie, donc trop contente. Franchement, ouais, parce que c'est vrai qu'en tant qu'hypersensible, je pense que c'était vraiment très dur, parce que j'ai aussi très peur de la mort et tout, et du coup, quand t'es dans une bagnole avec tous les trucs que t'entends et tout, ça faisait ressortir plein de peurs et tout, et puis petite, j'ai failli mourir plusieurs fois, donc je pense aussi qu'il y a des choses internes qui s'expliquent comme ça, et puis je suis très intellectuelle, moi je suis toujours à mon cerveau, il réfléchit en permanence, et après il me fait, en gros, ses bilans de réflexion, et du coup, la route, t'es obligé d'agir tout de suite. Et moi, je suis plus une personne qui a besoin de réfléchir. Donc, elle est contre ma nature de conduire, clairement. Donc, mais j'ai réussi à l'avoir. Maintenant, j'ai confiance en moi. Et pourtant, ouais, j'avais vraiment, je crois que le permis, c'était le seul domaine dans toute ma vie où j'avais aucune confiance en moi. Donc, je suis quand même très contente d'avoir réussi à acquérir cette confiance que je n'avais pas, mais vraiment pas. Je me sentais nulle, je me dévalorisais tout le temps. C'était horrible. Mais là, ça va. Je sais que je sais conduire, que j'y arrive et que c'est bon. C'était très long, mais c'était un vrai travail à faire. Donc, ouais, du coup, il y avait toute cette période-là. Du coup, fin d'année aussi, même après le permis, novembre, décembre, ça va être aussi très compliqué dans ma vie perso. Mais du coup, avec la nouvelle année et des nouvelles résolutions, du changement dans ma vie, j'ai pu reprendre de front Matrimoine Féministe, le site internet, parce que j'avais beaucoup de travail à faire, notamment, parce qu'il fallait écrire tous les textes du site. C'était quelque chose que j'avais jamais fait et que j'avais pas trop travaillé forcément avec tous les problèmes que j'avais pu avoir. Et voilà, du coup, je suis très contente maintenant, c'est derrière moi. Et voilà, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, ouais, après avoir fait tout ça, j'ai commencé à retravailler avec Francis. Et du coup, on avait décidé la date du 8 mars pour la sortie du site internet. Forcément, une date très symbolique, parce que j'aime bien les symboliques. Pareil, mon podcast aussi, il a une date symbolique, ce qui est normal, parce que ouais, j'aime bien faire des petits clins d'œil. Et du coup, voilà, j'ai travaillé de pair avec Francis, et j'ai sorti mon site internet le 8 mars. J'étais ultra contente. Voilà, la première pierre était lancée. Et c'est vrai que voilà, petit à petit, après, l'idée du podcast est venue. En fait, c'est vrai que sans Francis, je pense que je n'aurais pas lancé mon podcast, parce que c'est vrai que faire le montage pour des épisodes, c'est très chiant. Clairement, je garde déjà des mauvais souvenirs d'Instagram, parce que je faisais des petits montages vidéo de 1 minute, ça me prenait 1 heure. Donc un podcast, c'était pas possible. Je pourrais pas faire une heure chaque minute, c'est possible. Un podcast d'1 heure, mort. Donc ouais, c'est grâce à Francis que j'ai pu faire mon podcast. Puis en fait, c'est aussi lui qui m'a. En fait, ouais, franchement, Francis, il m'a tout appris sur le SEO et même sur comment bien faire mes articles de retranscription, parce qu'en fait, faut savoir que chaque podcast de Matrimoine Féministe, il y a la retranscription complète de l'épisode sur mon site internet. À la fois, je m'adore et je me maudis d'avoir choisi ça, parce que c'est moi pour le moment qui me tape ces retranscriptions. J'aimerais trop déléguer. Il faut que je me monétise pour pouvoir le faire. Et du coup, c'est moi qui me charge de faire les retranscriptions complètes chaque semaine. Encore s'il y avait que le texte, ça irait, parce que Zencaster me donne le texte avec les timers. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, il faut tout travailler pour Google, parce que Google, il est pas cool, en fait. Il est hyper pointilleux. Et puis, déjà, pour donner un petit exemple, les retranscriptions d'épisodes, c'est genre 10 000 mots. Et Google, en fait, pour que ton article soit... que Google, en fait, quand tu tapes sur Google... un sujet pour qu'il puisse remonter, en fait, pour que Google puisse le comprendre, il faut qu'il y ait 1% de ton mot-clé dans tout le texte. Donc, une centaine de fois, un mot-clé. Et du coup, déjà, rien que ça, c'est déjà relou à faire. Mais il faut aussi tout remettre en forme pour que ça plaise à Google, même si, voilà. Et puis, bon, d'un côté, je suis très contente de le faire, parce que les personnes qui sont sourdes et malentendantes, elles peuvent comme ça accéder à mon contenu. Ça participe à l'accessibilité, ouais. C'est ça, donc c'est hyper important, même si, bon, après, c'est très long à faire. Donc, ouais, quand je me motiverai, je sais déjà avec qui je vais déléguer ça. C'est avec une des nanas qui est intervenue sur mon podcast, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nina Senneuillet, qui est rédactrice SEO. Ça a été une de mes premières invitées de mon podcast, d'ailleurs. Je crois que c'était dans les 5 premières que j'avais interviewées, de mémoire.
Je suis toujours reconnaissante pour les personnes qui m'ont fait confiance et tout dès le début. Enfin, c'est important pour moi de le reconnaître et de le valoriser. Et puis son travail il est top, donc important aussi de faire vivre le travail des femmes. Enfin, c'est toujours quelque chose de très important pour moi, parce que ça fait un cercle vertueux. Enfin, ça m'incarne complètement et ça incarne vers là où je veux tendre, donc c'est parfait. Ouais, donc là il y a ouais, niveau podcast, c'est vrai que je suis un peu folle, c'est vrai, mais c'est quelque chose qui me plaît. Puis ouais, cette année je vais enregistrer 70 épisodes de podcast pour Matrimoine féministe. Donc là j'en suis actuellement. Moi je pensais que du coup tu avais commencé il y a plus longtemps en fait, au vu du volume et le fait que tu disais, puisque t'as enregistré avant et après t'as mis en ligne et tout, je pensais que tu avais commencé depuis plus longtemps. Je suis très étonnée que ce soit cette année que tu es tout concentré, surtout que tu me dis que tu es salarié à côté. Dis-nous comment concrètement, comment tu as organisé ton temps pour faire tous ces enregistrements? Vraiment. En fait, j'ai commencé mes enregistrements exactement en mi-mars. Mon premier enregistrement, c'était avec Elena Petit-Aznar. C'était voilà, ma première invitée et premier épisode de podcast. Ensuite, c'était les premières fois pour nous deux, donc c'était très chouette. Ouais, j'ai commencé mi-mars. Et en fait, j'appelle ça des slaves d'enregistrement. Parce que là, du coup, de mi-mars jusqu'à... Normalement, c'est jusqu'à fin juin, mais j'ai eu des décalages, donc je vais encore continuer un peu au mois de juillet mes épisodes de podcast. Mais en gros, pendant cette première slave, j'ai 37 épisodes qui seront enregistrés en tout. Là, j'en suis à plus d'une vingtaine d'enregistrés. Et après, je recommence de septembre à décembre. Là, il y en aura 40. En fait, je fais 2 à 3 enregistrements par semaine. Et en fait, je me cale ça entre midi 13h ou 17h 18h. Après, j'ai de la chance dans le sens chez Change Factory, je suis en 100% télétravail, donc en fait, je peux m'organiser hyper facilement pour rattraper les heures, voilà, pour que ça ait du sens, parce que voilà, je tiens à faire mes heures chez Change Factory de façon très rigoureuse. Ouais, je suis quelqu'un de très rigoureux. En même temps, si j'étais pas rigoureuse, je pourrais pas faire tous ces épisodes. C'est clair, c'est clair. Et deux, trois enregistrements par semaine. Moi, c'est vrai que là, j'ai un épisode d'enregistré par semaine, parfois deux. Mais je trouve que c'est quand même très prenant parce que quand tu interviews, t'es vraiment dans une écoute active à 100%. Oui, je trouve que ça prend énormément d'énergie. Toi, 3 par semaine, ça passait, ça allait. Après, on va dire, j'ai mon petit secret par rapport à ça, parce qu'en fait, être dans cette écoute active, moi, j'ai toujours été comme ça dans toute ma vie, et même plus que ça, c'est que déjà au collège, j'ai une de mes amies de cœur qui est toujours dans ma vie et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Eméléine, et en fait, on s'est connus au collège sur un site pour trouver un correspondant. Why not? Et en fait, déjà à cette époque, on s'envoyait des pavés de page Word. Nos messages, ça se comptabilisait en page Word tellement qu'on s'écrivait. Et du coup, depuis le collège, j'ai toujours écrit des pages Word avec cette amie Eméléine, parce que voilà, on avait trop de trucs à se dire. Bon, maintenant, le format est un peu varié. Au lieu de passer des pages Word, on passe dans des audios très longs, des sortes de mini-podcasts personnalisés, parce que c'est vrai que on s'envoie des slaves d'audio, parce que on a cette habitude de répondre exactement à ce que dit l'autre pour pouvoir formuler notre réponse. En fait, on a toujours fait ça j'ai toujours fait ça durant toute ma vie, en fait. Ça a toujours été, maintenant c'est quelque chose d'inné. Du coup, moi, en fait, ça me fatigue pas du tout, ça me donne plein d'énergie. Je suis en mode, mais c'est trop bien, j'apprends plein de choses, ça m'enrichit, c'est des conversations ultra enrichissantes, et c'est des choses, encore une fois, c'est des choses que je cherche, surtout en tant qu'hypersensible, c'est des choses où j'aime bien aller en profondeur dans les sujets. Ça, c'est quelque chose qui est mon leitmotiv, ça me passionne de ouf, et j'adore apprendre des nouvelles choses. Là, par exemple, récemment, j'ai fait un podcast avec une nana qui s'appelle Audrey, et on a parlé de sororité et de Madagascar, et je connaissais pas du tout la culture, et du coup j'étais ultra contente d'apprendre plein de choses, et ça m'a grave enrichi, et je suis très contente après de pouvoir enrichir les personnes qui vont m'écouter derrière. Ouais, non, moi ça me donne trop d'énergie, je suis en mode c'est trop bien, j'apprends plein de choses, je vais pouvoir les partager à d'autres qui vont aussi apprendre, parce que voilà, moi avec ce podcast je suis aussi en objectif de planter des graines d'éveil féministe, et évidemment dans mes podcasts je tiens aussi à souligner toujours mes valeurs. Par exemple, j'aime pas du tout les féministes qui sont contre les personnes trans, parce que je trouve ça horrible d'empêcher à quelqu'un d'exister. En fait, c'est abominable, et ça, c'est des choses que j'aime bien. Par exemple, parce que bien sûr, c'est ma vision des choses.
Je suis pas là à dire les gens il faut qu'ils pensent comme moi. Ça, bon, ils pensent comme ils veulent, ils pensent comme ils veulent. Mais après c'est juste moi, j'ai envie de transmettre mes valeurs, ce que j'aime. Par exemple, j'aime beaucoup dire dans mes épisodes que le monde il se porterait beaucoup mieux avec plus de bienveillance et d'empathie. Et j'aime bien orienter mes conversations dans ce sens-là, dans le rapport à l'autre, comment essayer de le comprendre. Et même si tu le comprends pas, comment tu peux faire juste pour le respecter. Enfin, c'est des choses qui me semblent tellement essentielles et que je trouve qu'il manque tellement. Et pareil, l'esprit critique, c'est quelque chose de très important chez moi. J'ai envie que les gens, ils vont pas, qu'ils ne croient pas tout ce ils ne voient. J'ai pas envie que les gens ils croient tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux sans les remettre en question, sans les questionner. Et c'est ça que d'un côté, moi j'aime beaucoup les podcasts parce qu'on peut entrer vraiment en profondeur dans le sujet avec quelqu'un qui est expert, enfin qui maîtrise son sujet. Et ça, je trouve ça hyper pertinent parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, il y a des biais de conformité parce que tu vas forcément voir que du contenu que toi tu aimes et que tu consommes, ou c'est un teaser en fait, c'est super court le format sur les réseaux sociaux. En plus les réseaux sociaux, ouais, ce qu'ils aiment c'est la quantité, ils s'en foutent vraiment de la qualité. Donc ouais, c'est des choses qui sont importantes pour moi. Je te rejoins carrément là-dessus, surtout que même au final quand tu vois dans les médias, et là le moment où on enregistre, on est dans l'entre-deux tours des élections législatives. Et justement ce biais des médias de faire plus court, plus vulgarisé, etc., amène à faire des raccourcis qui n'aident pas à la réflexion des gens et qui amènent pas des arguments, contre-arguments, etc. Et on voit l'impact que ça peut avoir justement. Et du coup, de revenir à du format long et d'essayer de faire que les gens du coup prennent le temps de rentrer dans les sujets et d'avoir plusieurs éléments pour alimenter leur réflexion, je trouve que c'est vraiment ultra important. Et encore merci de participer à ça, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui doit se développer, quoi. Ouais, et puis en plus, ça rajoute aussi de l'espoir, parce qu'en fait, dans les médias, si tu regardes les médias, en fait, il y a rien qui va dans le monde. Tout est négatif, tout est horrible. Ils se concentrent que sur les faits les plus abominables qui existent, alors qu'il existe plein de belles choses. En fait, si tu te focalises, en fait, c'est ce que je discutais avec un épisode avec Thérèse, qui a été publié aujourd'hui, le 3 juillet, au moment où on écoute cet épisode. C'est qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, on a trop tendance à se focaliser sur ce qui nous différencie et pas sur ce qui nous rapproche. Alors que finalement, il y a tellement de choses qui peuvent nous rapprocher, dans le sens, déjà on est des humains, on respire, on peut tomber amoureux, amoureuse, on mange, on écoute de la musique. Enfin, il y a mille et une façons de pouvoir se rapprocher en fait de l'autre. Mais c'est vrai que on se concentre que sur le négatif, et du coup le négatif ça incrémente un climat de peur, et du coup on va pas essayer de comprendre l'autre en face de nous, comment il est, comment il réagit, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement, parce qu'en fait direct on est dans la haine, et en fait donner de la haine, en tout cas sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup des haters, hein. Après, heureusement il y a aussi plein de personnes bien, ça c'est vrai, mais il y a beaucoup de haters, et c'est eux qui font quand même le plus mal, parce qu'ils se mettent en groupe pour faire après des actions de cyberharcèlement, et c'est hyper dangereux, et c'est malheureusement toujours enfin c'est compliqué de remonter quand il y a un pseudo et compagnie. Enfin, il y a plein de problématiques, hélas, qui sont compliquées. Heureusement, il y a quand même des gens, il y a quand même plein de gens qui luttent contre ça, qui font de la sensibilisation, etc. Mais ouais, en fait, il faudrait que les gouvernements de tous les pays prennent en main ces sujets pour qu'ils puissent avoir des vraies améliorations. Et du coup, ouais, si on donne pas d'espoir aussi, ça... Comment dire? Ce que j'aime aussi bien dire, ça me fait penser aussi avec le réchauffement climatique. Si on dit la planète, elle va mal, on va tous mourir, et si on n'apporte pas d'espoir, si on construit pas de nouveaux récits, on va aller droit dans le mur, et en fait tout le monde va penser, enfin je caricature, tout le monde va penser oui, ça sert à rien de faire des choses parce que la planète elle est foutue, alors que si au contraire on montre mais si c'est possible, venez, hop, on embarque tout le monde, et là justement là ça va être possible, là on pourra changer les choses, et on construit des nouveaux récits, on montre des nouveaux rôles modèles, on montre des nouvelles alternatives de ce qui existe, et c'est comme ça que on peut changer les choses. En fait, on peut agir à son échelle, un pas à la fois. Et c'est ce que j'aime répéter aussi dans mes podcasts, c'est que voilà, chaque petite action compte, toutes les actions comptent, qu'elles soient petites, grandes, peu importe. T'as pas besoin pour être féministe d'aller à une manif. Moi déjà, je suis jamais allée à une manif par exemple, et je suis quand même féministe, et il y a plein de choses à faire. Voilà, il faut juste commencer, et après
si t'es motivé ou que sais-je, tu trouveras forcément des gens vers qui aller, qui vont t'entourer. Et bah moi je le dis aussi, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui veulent aller me demander des conseils ou que sais-je, bah moi je suis là pour répondre. Enfin je peux donner mon expérience à l'instant T, bien sûr elle évoluera comme pour toutes les choses de la vie, mais ce sera avec plaisir en tout cas d'échanger, parce que l'échange c'est quelque chose hyper important. Carrément. Donc là, tu nous disais sur Matrimoine Féministe, sur le podcast, tu as enregistré, du coup, ça a été une première phase d'enregistrement, tu en as une deuxième. Quelles sont, du coup, ta vision, quelle est ta vision par rapport à ce podcast? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu imagines l'évolution de ce média, à quoi tu as pensé, etc. Pour l'évolution, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai juste envie d'avoir de l'impact dans la vie des gens. Si j'arrive à toucher une personne, moi, ma mission, elle est réussie. Donc, bah, j'invite déjà les gens à me faire leur retour en message ou sur mon site internet, parce que voilà, c'est quelque chose que voilà, sur mon podcast, il est encore récent. Il a été lancé le 29 mai, à la date d'anniversaire de Louise Mitchell, militante féministe révolutionnaire. Donc, c'est vrai que j'ai pas encore un très très grand recul par rapport à ça. De toute façon, ça viendra petit à petit, puisque moi, je crois plus dans le référencement SEO que dans les réseaux sociaux. Mais encore une fois, Google, ça prend toujours aussi un peu de temps pour référencer les articles. Mais vu que j'ai des très très longs articles, pour le coup, j'ai beaucoup plus de chances d'être bien référencée par rapport à ça. Après, c'est vrai que ouais, c'est sur les choses, c'est pas les choses sur lesquelles je me laisse porter. En fait, je réfléchis pas vraiment dessus à fond. Déjà, rien que les thématiques, en fait, c'était des trucs toutes simples. Comment j'ai contacté les invités, en fait, je suis des gens sur les réseaux sociaux. En fait, je me dis, j'adore ce qu'elle fait. Donc, tiens, je vais lui envoyer un message pour voir si elle est dispo. Et en fait, la plupart des gens m'ont dit oui. C'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y a quelques personnes qui sont venues vers moi. C'est assez magique, ça. Oui, c'est ça. C'est assez dingue, parce que ouais, je pensais pas avoir autant de gens qui allaient dire oui aussi rapidement. Enfin, j'ai surtout des femmes, c'est vrai, parce que j'ai contacté quasiment que des femmes. Vraiment, je devrais avoir pour le moment deux hommes à mon podcast. Un homme trans et un homme engagé dans ces sujets. Bah, les deux, ils sont tous les deux engagés dans ces sujets-là. C'est vrai que j'aimerais bien avoir d'autres hommes, parce que pour moi, le féminisme se fait également avec les hommes, parce que j'aime bien le redire aussi qu'on n'aurait jamais eu le droit de vote, le droit à l'avortement s'il n'y avait pas les hommes qui étaient impliqués dans le sujet. Donc en fait, c'est important que tout le monde soit impliqué. Enfin, tout le monde ne peut pas être impliqué, malheureusement, c'est sûr, parce que ça dépend de chacun. Enfin, malheureusement, ça dépend de la vie des gens, de leur ressenti, de leur vécu, de leur position, de leur état, de leur santé mentale. Enfin, il y a tellement de choses qui prennent en compte. Planter des petites graines, je trouve ça hyper important, parce que peu importe où tu en es dans ton évolution, tu pourras potentiellement après t'emparer du sujet ou pas, mais au moins tu laisses cette possibilité aux gens. Et ouais, planter des graines pour avoir un maximum d'impact, ouais, c'est ça ce que j'ai envie avec mon média. Pour le moment, je vois les choses comme ça. Après, forcément, il y a plein de projets que j'aimerais faire, mais c'est vrai que là, niveau temps, j'ai pas trop le temps, puisque bah forcément avec mon job de salarié, ma vie personnelle, ma vie avec Matrimoine Féministe, j'ai pas mal de choses. Il faudrait que j'arrive à procéder à cadrer un peu tout ça. Enfin, déjà, si la retranscription, j'arrivais à me les déléguer le plus possible, déjà, ça m'aiderait à avancer, à refaire des articles sur Matrimoine Féministe, parce que c'est vrai que pour le moment, je fais surtout les articles du podcast, même si, en fait, j'avais quand même commencé à faire des portraits de femmes inspirantes, alimenter un peu ma féministech avec des ressources féministes dedans. Ouais, sur mon site, ouais, il y a 4 parties avec le podcast. Il y a la partie femmes inspirantes, la partie féministech, et la partie féministe où c'est parler des sujets de société avec par exemple l'angle de la pop culture ou ce genre de sujet. Et du coup, tu es à la recherche de sponsors pour ton média? Pour mon podcast, même j'ai mis en place une offre de façon assez récente, parce que on va dire là, avec tous les épisodes que j'ai à l'instant T, que j'ai prévu de faire, je peux tenir pendant plus d'un an, jusqu'en octobre 2025, parce que je publie un épisode tous les mercredis. Et en fait, j'aimerais beaucoup avoir des sponsors. Enfin, j'en ai eu une récemment au micro de mon podcast. Et en fait, j'ai mis en place une offre pour passer en priorité sur mon podcast Matrimoine Féministe. C'est à 497 €, parce que ça me finance le montage, la diffusion, la retranscription de l'épisode.
Et comme ça, la personne, elle passe en priorité, elle passe un lundi, parce que sinon, en fait, je propose toujours l'option gratuite, mais du coup, les enregistrements, là, à l'instant T, ils seront faits en mars 2025 et ils seront publiés en fin d'année 2025, voire 2026, parce que je fais par ordre d'arrivage, entre guillemets, et pour bousculer tout cet ordre, faut passer en priorité, et du coup, j'essaye de mettre tout en œuvre pour que le podcast soit publié le plus rapidement possible après réception du paiement. D'accord, ok. Ok, ok, c'est cool. Comme ça, oui, ça te permet d'avoir, de financer justement tout ce qu'il y a derrière, parce que parfois, quand on est hors du podcast, on n'imagine pas tout le travail qu'il y a derrière, que fait du coup ton partenaire Francis sur la partie montage et diffusion. Il y a énormément de choses à faire. Pour que tout soit carré, tout soit disponible pour tout le monde sur toutes les plateformes, etc., avec une bonne qualité. Et puis en plus, il y a aussi la partie de ton temps à la transcription, enfin à l'écriture de l'article qui va avec. Donc je comprends et du coup, j'espère que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, de ne pas hésiter à venir te contacter. On arrive à la fin de l'épisode. Je voulais savoir si on avait dit, passer les messages que tu souhaitais passer. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Merci pour cet échange et aussi pour inciter les gens à me contacter de façon en priorité. Trop chou. Enfin, c'est la sororité à l'état pur, j'appelle ça comme ça. Avec plaisir. Trop contente. Et sinon, non, j'ai rien de plus à ajouter. Pour le coup, ouais, j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Ça passe toujours très vite, de toute façon, papoter sur les sujets comme ça. Passionnant. C'est clair. J'ai 2 dernières questions, les questions rituelles du podcast à te poser. La première, c'est est-ce que tu as, une ou plusieurs ressources, à proposer, aux auditeurs, en lien avec, ce dont on a parlé, là pendant 1 heure ou pas du tout? Ce qui te vient, est-ce que tu veux partager? Niveau ressources, j'avoue, je recommande forcément les épisodes de Matrimoine féministe avec, les parce qu'en fait, ce que j'ai l'habitude de faire, pareil que toi, en fin d'épisode, je dis toujours quelles ressources, les personnes aimeraient bien partager avec nous et du coup, c'est quelque chose que je mets sur les articles de mon site internet. Donc en fait, c'est des choses où il y a vraiment pléthore de ressources sur tous les sujets que j'ai pu traiter. Voilà, actuellement, j'ai traité tout ce qui est parentalité, les violences conjugales, l'endométriose, beauté de la vie, j'ai traité beaucoup de sujets, et il y en aura encore plus quand le podcast sera diffusé, ton podcast sera diffusé. Ouais, j'invite à regarder toutes les ressources qu'il y a dans chacune de mes épisodes de podcast, parce que je pourrais pas toutes les dire tellement qu'il y en a, mais je sais qu'elles sont ultra importantes et elles sont triées par thématique. Ça pourrait aider vraiment les personnes en fonction de là où ils sont, où elles sont. Ouais. Trop bien. Du coup, on mettra bien sûr, le lien, vers, ton site internet et ton podcast dans la description de l'épisode. Et la dernière question que j'ai à te poser, c'est qui tu verrais à ta place dans ce podcast? Qui je verrai à ma place? Encore une fois, toutes mes invitées de Matrimoine féministe, car c'est toutes des personnes engagées pour l'inclusion et la diversité. Et il y en a tellement. Donc, franchement, je te conseille de regarder les épisodes des personnes à venir. Et pour le coup, t'as 70 personnes. Je vais regarder ça avec attention et voir les personnes du coup qui voudraient bien venir sur mon podcast. En tout cas, je te remercie pour cette discussion, pour ta spontanéité, ta lumière. Je pense que à travers le son, on entend la lumière d'Estelle parce que je trouve que quand tu parles, t'es vraiment ultra lumineuse et ça fait plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Merci beaucoup à toi également pour m'avoir offert cette place dans ton podcast. J'étais très contente et très contente de l'échange. Et j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi apprécié et qui iront écouter tous les autres épisodes, car je suis sûre qu'ils sont top, et j'irai aussi les écouter pour cette nouvelle saison, parce que la diversité et l'inclusion, c'est des sujets tellement importants, encore plus de nos jours. Donc voilà, foncez tout écouter. Merci beaucoup. À bientôt, Estelle. Ciao. Ciao!